Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Lucarne Américaine. C'est un jour particulier, d'habitude c'est le lundi à 22 heures. Non, là on est mardi, mais il est quand même 22 heures. On respecte juste l'horaire, pas la journée. Mais voilà, si vous voulez nous suivre, je le rappelle, c'est tous les lundis, normalement, à 22 heures, et c'est en direct sur Twitch et sur Kick, deux des trois plateformes de LOTV, la troisième c'est YouTube. Mais on ne met pas l'émission sur YouTube, enfin on ne fait pas l'émission en direct sur YouTube, on préfère faire sur Twitch et sur Kick. Ça sera l'occasion, si jamais vous écoutez en replay, de venir à participer en direct avec nous à cette heure, en gros, heure et demie grand max, que l'on va passer à faire le tour des Amériques et de venir interagir avec ceux qui sont aussi dans le chat et que je vais saluer maintenant. Je vois Ibra qui est en grosse tension avant le match de River, preuve qu'il y a des gens qui y croient encore avant ce match retour de Copa Libertadores pour River Plate, qui a pris 3-0 à l'aller. Donc voilà, il croit à la remontada, Ibra, c'est bien d'être... c'est bien d'être, comment dirais-je, optimiste. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il en faut de l'optimisme et il va en falloir beaucoup pour y croire ce soir. Bonsoir à Red aussi qui est dans le chat. Et voilà, n'hésitez pas, si jamais vous écoutez cette émission en replay, à venir les lundis soirs, donc normalement à 22 heures, pour vivre l'émission avec nous. On a un gros menu ce soir au programme, parce que, je le disais, on va passer une heure et demie. Je pense qu'on sera plus proche de l'heure et demie, mais bon, on va voir. On va essayer de faire moins qu'une heure et demie parce que derrière, on a autre chose. Avec une première partie avec les news de la semaine. On va se concentrer autour de 3 news de la semaine. On va aller, surtout ce soir, on va être en Argentine et au Brésil essentiellement. Même sur les news et même sur le dossier. Donc les news, on va aller parler de certaines choses qui se sont passées, pas forcément très drôles. On va pas beaucoup rigoler sur la première partie des news parce que c'est quand même, même très tragique dans certaines circonstances. Dans la deuxième partie, on aura un dossier sur les fameuses SAD qui arrivent, que certains aimeraient voir arriver, à commencer par un certain Javier Milei qui fait grosse pression. On va parler de ces pressions-là qui sont sur la fédération, sur les clubs argentins, sur le fait que certains clubs sont déjà en train de basculer, ou ont déjà, de toute façon pour certains, basculé dedans. On va parler de tout cela. On parlera de Vérone, Ibra, tu vas voir. On va parler de tout cela. Donc un gros point, un gros dossier sur les SAD, les sociétés anonymes sportives. Je reviendrai, j'expliquerai la définition et je vous expliquerai aussi quels sont les risques qui sont cachés derrière ça et pourquoi ça peut poser problème pour justement le football argentin. Voilà, ça sera le dossier. Dernière partie de l'émission. Ça, c'est du en visuel, donc il faut absolument... donc là, si vous êtes avec nous, vous allez le voir, mais sinon, il faut aller sur YouTube pour le replay. Ce sont les fameux Golasso Hello. Et ensuite, on pourra conclure. Voilà, le menu est ainsi. Je le disais, il est riche, il est dense, il est copieux. Mais c'est aussi ça, lucarne américaine. Bonsoir à Romano qui vient d'arriver. Et puis vous savez quoi, comme tout le monde est installé, on va démarrer tout de suite, sans perdre plus de temps que cela, par les news de la semaine. Et pour démarrer ces news, on va démarrer par ce qu'il s'est passé au Marcelo Bielsa il y a quelques jours. Maintenant, c'était lors de la demi-finale retour du quart de finale. Pas retour non plus, puisque c'est des matchs secs, ça commence très fort. C'était lors du quart de finale de Copa Argentina qui opposait Boca au Gimnasia, match délocalisé au Marcelo Bielsa de Rosario. Je rappelle que, et vous allez voir que ça a son importance quand même, les matchs de Copa Argentina sont les seuls matchs de football entre clubs en Argentine qui acceptent qu'il y ait les deux hinchadas présentes, les deux groupes de supporters présents, d'où le fait de jouer aussi sur des terrains neutres. Là, on était à Rosario. Et on va donc commencer par ce qu'il s'est passé durant ce match, au retour des vestiaires, ça avait déjà un petit peu chauffé en première mi-temps, mais c'était des invectives, etc., etc. Et surtout, au retour des vestiaires, alors que la deuxième période allait démarrer, ça a commencé à s'envoyer des projectiles, notamment les supporters du Gimnasia. Si vous avez les images, ce sont ceux qui sont sur la gauche de votre écran et qui envoyaient des projectiles vers les supporters de Boca qui étaient sur ce que l'on appelle la platea. Donc, en gros, les tribunes, je ne sais pas comment dire, de face et d'honneur dans la plupart des stades en France. Bref, donc ça a commencé à chauffer. La situation, on sentait que ça montait. Ça s'était insulté, ça s'est jeté des projectiles. Les policiers ont commencé à arriver. Les joueurs ont vu que la tension commençait à monter très très fortement. On a vu par exemple Martin Fernandez, qui est un joueur du Gimnasia, venir tout de suite aider les supporters du Gimnasia à détacher les drapeaux parce qu'on sentait que ça allait déborder. Pourquoi détacher les drapeaux? C'est pour éviter qu'on leur vole. C'est des trophées de guerre, c'est comme chez nous. Donc voilà. Et
voilà, on sentait que la bagarre était quasiment inévitable et surtout ce qu'il s'est passé, c'est que quand les projectiles ont commencé à sauter, hein, à être envoyés, la bara de Boca, qui n'est pas à l'image sur cette photo, pas encore, la bara de Boca est dans l'autre virage du stade. Elle a juste sauté les grilles de l'autre virage du stade et elle a traversé toute la platea pour venir jusqu'ici et pour venir essayer de faire sauter les grilles pour aller, bah justement, pour aller tout simplement en découdre avec la bara du Gymnasia. Alors, on est donc dans la tribune des Chenaissé. C'est normalement une tribune un petit peu. C'est pas la tribune dans laquelle est la bara, je précise bien. Elle a traversé tout le stade. Et donc, forcément, c'est parti un petit peu en sucette. La police est arrivée, a tiré des gaz lacrymogènes et a envoyé des balles de caoutchouc vers cette platea Chenaissé, où il y avait des familles, hein, notamment les familles des joueurs qui apparemment étaient dans le coin. Alors, ce qui est assez entre guillemets amusant avec les lacrymogènes, c'est qu'avec le vent, tout est allé vers les supporters du Gymnasia, donc c'est surtout eux qui ont pris. Bref, il y a eu tout cela. Et en fait, pour que le calme revienne, et concrètement pour que l'on évite le pire, donc ça vous voyez c'est la bara du Gymnasia, la bara de Boca, elle, est arrivée donc pour en découdre, et justement pour éviter le pire, en fait, concrètement, il y a fallu, c'est une image que vous avez probablement vue, l'intervention de l'homme qui est à gauche, ici, vous le reconnaissez forcément, cet homme, c'est Juan Román Riquelme, le président de Boca, qui est descendu de sa tribune pour aller s'interposer entre la police et la bara pour essayer de calmer un petit peu tout le monde. Et il est descendu avec notre membre du Consejo del Football, dont on parle assez souvent, Raúl Cassini, Marcelo Delgado et Mauricio Chicho Serna. Ils sont donc descendus et ils ont réussi à calmer tout ce monde-là. Ça a évité véritablement, pour le coup, de véritables débordements. Enfin, ça a évité que ça aille vraiment plus loin et que ça aille très concrètement vers ce qui aurait pu être une tragédie. Et au final, en gros, le match a été suspendu pendant ce temps-là, et au bout d'une demi-heure à peu près, le match a repris. Voilà, donc vous voyez, Riquelme qui discute et qui calme un petit peu les ardeurs, et donc la deuxième mi-temps a pu ensuite se dérouler. Boca s'est qualifié au tir au but pour la demi-finale. Je le disais, la Copa Argentina, c'est la seule compétition en Argentine sur laquelle on peut avoir des supporters des deux camps. Et si... je vais en parler dans un instant parce qu'il y a des choses intéressantes sur ce qu'il s'est passé. C'est que ça en dit beaucoup aussi de la relation entre Juan Román Riquelme et la Barra de Boca, plus précisément la Doce. Parce que ça n'a jamais été une relation très... Comment dirais-je? Ça a été un peu le va-et-vient au cours de l'histoire, et c'est assez surprenant de voir justement l'aura dont dispose aujourd'hui Juan Román Riquelme, aura qu'il n'a pas toujours eu en tant que joueur au départ. Sur son premier cycle avec Boca, il n'y avait aucune relation. Il refusait même de leur donner de l'argent quand on leur en demandait, quand les joueurs en demandaient, enfin quand la Barra en demandait, parce que c'est assez fréquent. Si tu veux être soutenu, il faut donner un petit peu d'argent, il faut arroser les gens, ou alors il faut aller participer à des événements qui sont organisés par la Barra. Donc il ne faisait rien. Ça a commencé un petit peu à évoluer lors de son deuxième passage, quand il revient au club, notamment en 2007, où il commence à parler un petit peu, il commence justement à participer à des événements organisés par la Doce, il va aller à des dîners organisés notamment par Mauro Martin, qui était le leader de la Doce, et puis ça se tend un petit peu, notamment autour de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, quand la Barra de Boca est propulsée, Barra officielle de l'Argentine, de Diego Maradona, avec Carlos Bilardo dans l'histoire, enfin bon, bref, voilà. Il y a donc toujours eu cette histoire de je t'aime moi non plus, de relations un petit peu troubles, mais ça s'est véritablement réchauffé depuis que Juan Román Riquelme n'est plus joueur. Pourquoi ça s'est réchauffé? Parce que déjà, quand ils ont remporté les élections à Boca en 2019 avec Améal, ils ont été soutenus par la Barra, même si, à ce moment-là, Dizeo, qui est le leader de la Barra, de la Doce, n'avait pas été invité à partager les festivités avec les nouveaux élus. Bref, mais les nouveaux élus ne l'ont jamais empêché de continuer à gérer son business. Il continue de mener ses opérations commerciales. Je rappelle que, si vous ne le savez pas, les Barras sont des organisations
criminels. C'est un métier, hein, être membre d'une bara. C'est pas un supporter comme un autre, hein, c'est quelqu'un dont c'est le métier. Il n'est pas forcément supporter du club, voire même parfois il ne l'est pas du tout. Il en fait juste son métier, donc il gère les trafics autour des stades, la billetterie, tout ce qu'il y a autour des stades, et ils vont parfois sur d'autres activités. Par exemple, Dizeo, récemment, ils ont ouvert un restaurant du côté de Puerto Madero à Buenos Aires. Bref, vous voyez, des activités de... Ce sont des entrepreneurs, hein, concrètement. Mais Riquelme, avec cette bara, ça s'est véritablement encore plus réchauffé, je le disais, lors des dernières élections. Alors on a parlé des dernières élections, on en a parlé avec Vincent notamment pour que vous mesuriez les enjeux qu'il y avait derrière, parce qu'il y avait aussi un combat entre Riquelme et l'ombre de Macri. Et donc voilà, c'était, je vous renvoie vers cette émission, c'était un 9-10 il me semble, où on avait parlé de tout cela. Et justement, Juan Román Riquelme, pour se lancer en campagne, avait lancé un mouvement qui s'appelait Soy Bostero, je suis Bostero, hein, l'un des surnoms des supporters de Boca. Et la Barra avait alors ouvertement soutenu Juan Román Riquelme et le mouvement Soy Bostero. Vous vous souvenez aussi des images où l'on voit Riquelme avec cette fameuse caravane qui le conduit jusqu'à la Bombonera, accompagné par tout le peuple chéneïsé, qui était une image assez forte, hein, dans la campagne. Le service de sécurité était assuré par la DOCE, donc il y avait véritablement euh, un plus qu'un soutien, un rapprochement. Et lors de ces images, il y a un homme que vous voyez un petit peu caché sur la photo si vous avez les images. Il y a un homme avec, avec une casquette. Cet homme avec la casquette, il est ici aussi, sur cette autre image, à côté de Juan Román Riquelme, avec qui il discute. Eh bien, cet homme-là, c'est Fernando Gatica. Son surnom, c'est Lana. C'est un membre historique d'une faction, Lomas de Zamora, et ancien bras droit de Marcelo Aravena. Alors, juste quand même pour que vous compreniez un petit peu de quel type de personnes on est en train de parler, et que vous vous souveniez, hein, que j'ai dit que c'était des organisations criminelles. Marcelo Aravena, c'était le leader de ce groupe, hein, Lomas de Zamora, qui a purgé 12 ans de prison pour avoir assassiné 2 supporters de River lors d'un Super Classico en 1994. Donc vous voyez, on n'est pas sur des gens très commodes, si vous voyez ce que je veux dire pour là. Bref, ce mardi, le ministère de la Sécurité a quand même annoncé des sanctions à la suite de ces événements-là. Des sanctions contre Fabian Kruger, un autre membre, je peux vous dire même, hein, Fabian Kruger qui lui avait été condamné à 3 ans et demi de prison parce qu'il avait agressé un supporter de la Chacarita il y a 25 ans à peu près. Et contre le fameux Lana Gatica, ces gens ont été identifiés comme étant le leader des affrontements, eux qui ont entraîné le déplacement de la Barra vers cette zone un petit peu tampon, on va dire, hein, pas très loin des supporters du Gimnasia. Ils sont interdits de stade pour 2 ans. La mesure a donc été prise par les tribunaux. Et je vais vous citer l'extrait parce que c'est intéressant. Elle vise à préserver l'ordre et la sécurité lors des événements footballistiques et à neutraliser et empêcher la présence lors d'événements de personnes qui pourraient altérer celui-ci de quelque manière que ce soit. Voilà, donc ce sont des éléments perturbateurs, hein, tout simplement, ces deux-là. Mais, il y a quand même un mais, à tout cela, entre-temps, avant que la décision ne tombe, elle est tombée ce mardi, hein, donc ce jour, au moment où on passe, hein, où je fais l'émission, on avait eu quand même un témoignage de Juan Román Riquelme sur Radio 10, pardon, où il a raconté pourquoi il est descendu. Hein. Il a vu que c'était le bazar, il s'est dit il faut que j'y aille, voilà. Et s'il fallait y retourner, j'y retournerai. Mais, et c'est là où vous voyez que la relation entre Román et la DOCE a changé. Il a pris fait et cause pour la DOCE. Et je vais vous citer ce qu'il a déclaré à Radio 10. La situation était fabuleuse, les barrasses fabuleuse. Les barras ont commencé à arriver et nous devons les remercier parce hier, ils ont commencé à sortir et ils m'ont aidé à calmer les gens, à s'occuper des supporters de Boca, au milieu de la nervosité de la police et des gens dans les tribunes. Si la Barra est très critiquée par certains, elle s'est comportée merveilleusement hier. Elle est passée de derrière le but pour venir aider les supporters. C'est quelque chose qui mérite d'être salué. Voilà. Un vrai soutien, une vraie défense de la DOCE, ce qui montre que aussi, surtout maintenant, les deux avancent clairement main dans la main, alors que la tension monte, hein, quand même dans les tribunes à Boca. On l'a vu encore ce week-end avec le match nul contre Riestra, où certains supporters ont encore sifflé et s'en sont pris encore un petit peu aux joueurs du club.
c'est très compliqué. On a vu l'affaire Sergio Romero après l'histoire du Super Classico. Sergio Romero qui a été sommé par la justice de s'excuser. C'est quand même assez intéressant par cela. Alors, il y a deux éléments. C'est toujours pareil hein, avec, euh, avec l'Argentine, avec les relations avec les Barras. Il y a donc deux revers hein, sur cette médaille. Il y a le côté pile où effectivement l'intervention de Juan Roman Riquelme et le fait qu'il soit écouté par la Barra a permis de calmer tout cela. Mais de notre côté, il y a voilà l'affirmation claire et nette que Riquelme et la Dossé avancent main dans la main. Voilà, on ne sait pas trop. C'est peut-être un jeu un petit peu dangereux et ça aussi en dit long sur le fait que lorsque vous arrivez aux fonctions à la tête d'un club, c'est quand même toujours très très compliqué de faire sans la Barra. On se souvient d'une époque où notamment du côté d'Independiente, il y avait eu ces envies de faire le ménage avec la Barra et ça s'était fini par une attaque hein, au siège du club. C'est toujours très compliqué. Petite parenthèse, je sais qu'il y a probablement des supporters de Boca, mais rappelez-vous de ce qu'a fait River avec ses Barras, et pour l'instant, ça a l'air de s'en être plus ou moins débarrassé. C'est jamais très clair à 100%. Mais voilà, c'est intéressant par rapport à cela. Ces deux éléments-là, ces deux revers de la même médaille, c'est tout à fait l'Argentine. Mais il faut garder à l'esprit que voilà, il y a peut-être un jeu dangereux qui est en train aussi de se jouer parce que ces hommes-là ne sont pas des saints. Je vous ai donné le pédigré de certains d'entre eux. Voilà, on est sur de véritables criminels. Bonsoir Rodolphe, j'avais pas vu ton message, ça a mis longtemps à s'actualiser chez moi. Salut à toi, ça ressemble à une Gérard Lopez. Je sais pas si on peut le dire ainsi parce que on n'ira pas jamais, certainement pas dire que les ultras sont des barras. Hein, ils ont pas faut pas les insulter non plus. Donc, mais il y a toujours cette nécessité. Tu as l'impression qu'il y a toujours cette nécessité pour les futurs dirigeants, et bien tout simplement de faire ami-ami avec la Barra si tu veux t'acheter une paix sociale, en fait, concrètement. Voilà, si tu veux pouvoir, entre guillemets, régner ou diriger ton club. Voilà, et il est clair que dans le contexte actuel de Boca, s'il avait la Barra contre lui, ça veut dire qu'il aurait véritablement tout le stade contre lui et contre ses joueurs, et ça serait encore plus compliqué. Déjà que, vous l'avez vu, c'est tendu. Si vous avez suivi le Super Classico, vous avez vu ce qui s'est passé en bas des tribunes. Et là, après le match face à Riestra, c'était un petit peu chaud aussi. Voilà pour le côté négatif, on va dire, mais positif en même temps, vous le voyez du côté de l'Argentine. Ça, c'est la première news de la semaine. Et si je disais qu'on avait évité la tragédie, là, je vous avais annoncé hein, que dans les news, on n'allait pas rigoler. On va aller au Brésil. Alors, au Brésil, l'équivalent des Barras Bravas, ce sont les Torcida Organizada. C'est la même chose, c'est le même genre de personnage et de pédigré. Et au Brésil, cette semaine, ça a fait plus que chauffer, puisque là, pour le coup, ça a véritablement tourné à la tragédie, je vous l'ai dit. La première partie de l'émission, on va pas être dans la joie et l'allégresse, on va là pour le coup être dans un véritable drame qui s'est joué à 5h20 du matin dimanche sur la route menant à Belo Horizonte où de violents affrontements ont eu lieu. Vous voyez quelques images vues de loin, je vais vous en montrer d'autres un petit peu après, des affrontements qui ont eu lieu entre la Mancha Verde qui est la Torcida Organizada de Palmeiras et la Mafia Azul qui est la Torcida Organizada de Cruzeiro. Ces affrontements, vous voyez qu'il y a du feu au fond parce que ça a terminé avec l'incendie d'un bus sur ce pont-là et ça a terminé dans un drame absolu. Je ne vais absolument pas vous montrer d'images. Il y en a plein sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas convaincu. Je ne vais même pas vous inviter à aller les voir parce qu'elles sont d'une violence inouïe. Et vous allez voir, je vais vous donner aussi le bilan et le bilan est d'une violence inouïe. On parle de près de 150 personnes qui ont été concernés par ces affrontements-là, difficiles à évaluer. Vous le voyez, ça a terminé notamment par l'incendie d'un bus. L'autre bus a été entièrement caillassé. Mais surtout, et c'est là où c'est un drame, et c'est là où c'est plus grave, il y a eu 17 blessés, et surtout, il y a eu un mort du côté des supporters de Cruzeiro. Donc voilà, je ne vous franchement, je vous encourage même pas à aller chercher les images sur les réseaux sociaux, même si je sais qu'elles sont faciles à trouver. Donc voilà. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé justement? On va en parler parce que selon Globo Esporte, l'enquête préliminaire indiquerait qu'il s'agit d'une embuscade qui a été tendue par des membres de la Mancha Verde, qui est donc la Torcida de Palmeiras. Sauf que
c'est tout jamais très clair là-dessus parce que la Mancha Verde a publié un communiqué sur son compte Instagram ce lundi dans lequel elle a nié son implication dans cette embuscade. Et je vais vous traduire ce qu'elle dit dans le communiqué. La Mancha Alviverde a été injustement accusée par certains médias et réseaux sociaux d'être impliquée dans une embuscade qui a eu lieu sur l'autoroute Fernão Dias près du tunnel de Meiripora, blablabla, aux premières heures de dimanche. Point. L'incident a tragiquement entraîné la mort d'un supporter de Cruzeiro et blessé d'autres personnes. Nous regrettons profondément ce triste événement et nous exprimons notre solidarité et notre consternation envers les proches de la victime en rejetant fermement de tels actes de violence. Nous tenons à préciser que la Mancha Alviverde n'a pas organisé, participé ou encouragé une quelconque action liée à cet incident. C'est très important ce qu'ils disent. Avec plus de 45 000 membres, nos supporters ne peuvent pas être tenus responsables des actions isolées d'une cinquantaine de fans qui ne respectent pas les principes de respect et de paix que nous promouvons et défendons. La Mancha Alviverde rejette toute forme de violence, réaffirme son engagement en faveur de la sécurité et de la coexistence pacifique entre les supporters. Nous sommes à la disposition des autorités pour collaborer pleinement aux enquêtes en les aidant à identifier et à punir les responsables de ce nouvel épisode funeste et regrettable qui s'est déroulé aux premières heures de dimanche matin. Donc, certes, ils ne vont pas dire oui, c'est nous, mais là, pour le coup, ils affirment très clairement que ils ont pris une vraie position très très claire là-dessus. On les croit, on les croit pas, ça, on va pas entrer dans ce débat-là parce que sinon on va pas s'en sortir. Et de toute façon, on n'a pas les éléments, on n'a pas tous les éléments. Pendant ce temps-là, la mafia Azul, donc celle qui a été ciblée, la Torcida qui a été ciblée, celle de Cruzeiro, a publié un communiqué. Je ne sais pas si on peut dire un communiqué. Voilà, un message un petit peu plus laconique, on va dire, et un petit peu plus brutal, dans lequel elle dit l'idéologie, c'est pour quelques-uns, elle n'a jamais été pour les cochons. Les cochons, c'est le surnom des supporters de Palmeiras. Perdez avec honneur, mais ne gagnez pas avec lâcheté. Les pleurs de la mère de ton rival n'apportent pas de joie à la tienne. Voilà ce qu'ils disent. Vous sentez qu'il y a une grosse tension. On sent que c'est assez violent. Les deux sont fous, oui. Alors, même si, pour le coup, autant j'entends ce que dit Rodolphe sur le côté, la Mancha Verde, qui va pas dire bah ouais, on assume, y a pas de problème. Elle n'assume pas, mais elle prend une vraie position. On peut dire c'est un communiqué politique et tout. La mafia Azul, elle, a pris une autre position très claire. Ça risque d'être œil pour œil dans l'histoire. Et pourquoi je dis ça risque d'être œil pour œil? Parce que cette histoire-là, il y a plusieurs journalistes brésiliens qui ont rappelé que cette histoire-là remonte à 1988, en fait. En 1988, c'est le moment où on arrive à identifier le moment de la rivalité entre la Mancha Verde et la mafia Azul. À cette époque-là, le leader de la Mancha Verde, Cleo Sostenes Dantas da Silva, a été assassiné de 2 balles. Vous voyez, on est toujours sur un monde merveilleux avec tout le monde qui est gentil et qui danse la farandole de la joie. Il avait été assassiné. Bref, dans le match qui suit, lors de la rencontre qui oppose Palmeiras à Cruzeiro, la Mancha Verde a voulu rendre hommage à son leader avec des chants, a voulu rendre hommage à son leader décédé. Sauf que pendant ce temps-là, la mafia Azul, elle, a commencé à lancer des chants insultants et avait alors entraîné une bagarre. On était en 1988. Et depuis, ces deux torcidas se haïssent. Véritablement, c'est la guerre, au point que des alliances ont été créées. La Mancha Verde s'est alliée avec Galo Cura, qui est une des torcidas de l'Atlético Mineiro, donc l'ennemi absolu de Cruzeiro, quand la mafia Azul, elle, s'est rapprochée d'une torcida de Sao Paulo. Et c'est là où ça devient intéressant, je sais pas, mais c'est là où vous mesurez que ces histoires-là ne sont pas arrivées comme ça. Il y a 2 ans, il y avait déjà eu de tels débordements, il y avait déjà eu des affrontements sur le bord d'une route entre ces deux torcidas qui s'étaient croisés, et à l'époque, le bilan avait été encore plus dramatique, pour dire que vous voyez où je veux en venir, encore plus dramatique. 4 supporters âgés de 26 à 33 ans avaient été abattus et une dizaine âgés de 30 à 50 ans avaient été blessés. Donc vous voyez que tout cela, c'est pas une nouveauté. Il y a 2 ans, ça s'était déjà très très mal passé. On rappellera donc juste que ce dimanche, un homme est mort. Il appartenait évidemment à la mafia Azul. Enfin, évidemment, oui, parce on connaît son identité maintenant. Il était membre de la mafia Azul. On rappellera juste que ce garçon-là avait 30 ans et donc n'était même pas né à l'époque des premiers débordements de 1988.
Alors, les autorités brésiliennes font rien, c'est très compliqué. Là, on se retrouve sur des torsidas qui se sont croisés. En fait, il y a une enquête. Il y a une enquête qui est en cours parce que la grande question, c'est de savoir est-ce que, comment dirais-je, est-ce que c'est la faute a pas de chance, entre guillemets, dans le sens ils se sont croisés sur cette route à ce moment-là, ou est-ce que, comme le suggère Globo sur les premiers éléments préliminaires, c'est une véritable embuscade? Et là, ça posera d'autres questions. Après, on a vu ces derniers temps, on a vu ces derniers mois, ces dernières années, que les violences entre torsidas étaient vraiment là, étaient brutales. Il y a eu des éléments, je crois qu'on en a déjà montré dans certaines émissions, avec des affrontements dans des rames de métro, des tirs, avec des armes, il y a des armes, des passages à tabac, c'est très compliqué, c'est extrêmement violent. Ça correspond aussi un petit peu, j'ai envie de te dire, à une époque, hein. On voit que la violence est de retour dans tous les stades, c'est même chez nous, hein, même en Europe. Euh, on sent qu'il y a une violence qui s'exprime de nouveau très très fortement. On a des débordements entre torsidas, on a des débordements au Brésil, en Argentine, en Uruguay, entre les supporters des clubs, mais aussi entre les supporters de pays différents. On va pas là ce soir, on a un River Atlético Mineiro en Libertadores. Ça pourrait ne pas bien se passer. Botafogo demain se rend, enfin Botafogo demain soir, au moment où on fait cette émission, se rend à Montevideo pour affronter Peñarol. Les supporters de Botafogo sont interdits de territoire pour éviter les débordements, parce qu'il y a eu des débordements à l'aller. La police militaire a frappé très fort aussi du côté des supporters de Peñarol. Donc voilà, c'est très tendu un petit peu partout. Et là, voilà, on arrive sur de véritables drames. Donc ça part un petit peu en vrille, comme tu le dis, Ibra, partout. Il y a une violence qui est en train de revenir un petit peu partout aux quatre coins du monde. Malheureusement, personne n'y échappe. Et là, au Brésil, on y a échappé de peu. En Argentine, à Rosario, entre Gimnasia et Boca, mais voilà ce qui s'est passé au Brésil. C'était, alors je ne sais pas si je vous ai donné l'heure, 5h20 du matin, ça s'est passé cette histoire. Donc, bah oui, c'est du foot, mais bon, après les torsidas et les barras, hein, c'est du foot, mais pas forcément. Il y a d'autres enjeux, on va dire. Bref, voilà, c'est très compliqué tout cela. Vous voyez, ça a commencé par deux news un petit peu lourdes. Salut à Coco Knight. Bonsoir à toi, bienvenue. T'arrives après, pas joyeux tout ça, non, c'est pas joyeux. On va essayer justement, tu vois, tu me fais la transition pour la troisième news. On va essayer de sourire un petit peu. Voilà. Et si on veut sourire un petit peu en Amérique, aux Amériques, si on veut sourire, il faut aller voir la fédération argentine. Il faut aller du côté de l'Assemblée. De l'Assemblée générale qui s'est tenue et qui a pris des décisions absolument magnifiques parce que voilà, on va on va alléger l'ambiance pour continuer. L'assemblée des escrocs, ah bah écoute, je ne sais pas. On verra qu'il y a des choses importantes dans cette assemblée qui se sont déroulées. On en parlera un petit peu dans le dossier, mais on va s'intéresser surtout sur les choix et les choix par rapport à leur vision de l'élite et du football argentin, puisque vous le savez ou pas, mais probablement on arrive dans le sprint final du championnat en Argentine de la deuxième partie de saison, qui est pour le coup un vrai championnat où tout le monde s'affronte. Voilà, il reste en gros une dizaine de journées avant la fin de la saison. La lutte pour les accessites est importante, la lutte pour le titre, la lutte pour la survie aussi bat son plein. Et voilà que en plein milieu de tout cela, à l'occasion de cette assemblée générale, nos chers dirigeants du football argentin se sont dit qu'ils allaient une nouvelle fois changer les règles en cours de partie. Alors, comment ils ont fait? Ils se sont dit, écoutez les gars, on a une idée géniale, on va faire une nouvelle formule pour notre championnat en 2025. Alors vous allez me dire, bah très bien, c'est cool, ils prévoient déjà 2025. Sauf que, quelle est la nouvelle formule? La nouvelle formule, elle va se faire à 30 équipes. Cette année, nous sommes 28. Si elle passe à 30, ça veut dire que, eh bien, il n'y aura pas de relégation cette année. Donc, des équipes comme Tigre et Independiente Rivadavia, qui étaient à la lutte véritablement pour essayer d'assurer leur survie, qui se battaient chaque week-end comme elles pouvaient, bah, au final, maintenant, on leur explique qu'elles ne risquent plus rien. En tout cas, cette année, c'est peinard, on peut repousser à demain. On était donc 28 cette année, on sera 30 l'année prochaine. Et comment on fait pour faire avec un championnat à 30? Eh bien, on change donc le format. Non, pas une ligue fermée. Ils n'ont pas encore eu l'idée, Rodolphe, de la ligue fermée.
Et ils ne peuvent pas. Voilà, je pense que Tapia ne le fera pas, et j'expliquerai pourquoi on arrive sur cette situation-là. Avant cela, le, euh, le format 2025. Alors cette année, on avait des choses un petit peu entre les deux. J'en profite pour saluer Jax qui vient d'arriver dans le chat. On avait un petit peu entre les deux. On avait une première partie avec une format coupe qui s'appelait la Copa de la Liga. Alors, je dis format coupe parce que les équipes étaient réparties en deux zones et ensuite on avait des quarts de finale, des demi, etc., etc. Bref, on avait ça. Euh, je dis format coupe parce que quand Colonne avait gagné la Copa de la Liga, on s'était dit non, ça peut pas être un championnat, on peut pas leur donner un championnat. Bon, depuis, on s'est dit si, c'est quand même un championnat. Bref. Et il y avait une deuxième partie de saison où on était, pour le coup, sur un championnat où, avec une table générale, 27 journées, puisqu'il y a 28 équipes, et on y va. À la fin, on prend le classement et on est bon comme ça. Bref, alors comment on fait quand on est 30 et qu'on peut faire deux choses dans la saison? Eh bien, ils se sont dit, oh, la Copa de la Liga, c'est quand même vachement bien. Et donc, ils se sont dit, très bien, alors on va faire deux groupes de 15, puisqu'on est 30, donc ça, jusqu'ici, tout va bien. 14 journées, plus une pour les classicos. Vous comprenez donc que les River et Boca ne seront pas dans le même groupe, que les Newell's et Central non plus, que l'Independiente et Racing non plus, etc., etc. Donc ça, comme jusqu'ici, comme la formule de Copa de la Liga. Et à l'issue de cette phase que l'on va appeler régulière, on jouera des playoffs, de véritables playoffs avec un huitième de finale. Ils ont annoncé des huitièmes de finale, des quarts, des demi et une finale. À chaque fois, ça sera sur match sec. Et là où ça devient absolument génial, c'est que le huitième de finale se jouera chez le mieux classé, alors qu'à partir des quarts, ça sera sur terrain neutre. D'ailleurs, on se posera la question de savoir si on met les inchadas des deux côtés. Hein, après ce qui s'est passé sur Gimnasia Boca, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Bref, donc ça sera sur terrain neutre. Et alors, ce qui est vachement drôle dans tout cela, 50 matchs par an, eh ben tu vas voir, on va y arriver, je vais te le faire, le décompte du nombre de matchs, parce que tu vas voir, c'est assez rigolo. On fait pas de conférence sud et de conférence nord, on fait zone A et zone B. Bref, l'argument de la fédération argentine pour le choix de ce format, c'est que c'est celui que les fans veulent voir. Je vous jure que c'est ce qu'ils ont écrit. Il y a eu plusieurs médias, notamment Doble Maria, qui a publié les 10 arguments. Il y a eu 10 arguments pour ce nouveau format. Bref. Et donc, pour la descente, on revient au système qui aurait dû avoir lieu cette saison, c'est-à-dire qu'il y a une table au promédio, c'est-à-dire la moyenne de points, et qu'est-ce que je voulais dire? Et une à la table générale annuelle. À la table annuelle, le dernier dégage et le dernier de la table des promédiaux dégage. Ça, voilà. C'est normalement ce qui va se passer l'année prochaine, si tant est qu'on ne décide pas de geler les relégations. Donc, quand même, mine de rien, on va mettre Boca, River, Racing dans la même poule. Ben non, on peut pas. On peut pas mettre Boca et River dans la même poule puisque il y a une journée des Classicos, donc c'est la journée où on est entre zones. Donc il y aura Boca d'un côté, River de l'autre. Donc voilà. Donc il y a 15 matchs avec la fecha des Classicos, oui. Donc ça fait 15 matchs, plus huitième de finale, quart de finale, demi et finale, ça fait 19, et comme le dit Ibra, ça fait 38 matchs de championnat par saison, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce format que je viens de vous expliquer, c'est pour la demi-saison. Il y a deux tournois, Apertura et Clausura. Et donc, ils se sont dit, on va donc créer une autre petite gentille, on va créer plein de compétitions, on va remettre au goût du jour plein de compétitions. Alors, vous aurez donc deux champions, le vainqueur de l'Apertura, le vainqueur du Clausura. Ces deux-là vont pouvoir s'affronter dans ce qu'ils appellent un trophée des champions, qui va les opposer. Il y aura quand même toujours la Copa Argentina qui va avoir lieu. Le vainqueur, alors accrochez-vous maintenant, on va avoir ensuite une Super Copa Argentina qui va opposer le vainqueur de la Copa Argentina au vainqueur du trophée des champions. Ok. Et il y a toujours la magnifique Supercopa Internacional qui, elle, va opposer le vainqueur du Trophée des Champions à l'équipe classée première à la table annuelle. On va donc avoir chaque année, 6 titres, 6 trophées qui vont être remis en Argentine, 6 coupes pour garnir les armoires. Chaque équipe aura au maximum. Voilà. Alors, le nombre de matchs baisse légèrement. Oui, c'est possible du coup. Oui, si, forcément, puisque forcément, quoique, attends, oui, forcément, puisqu'on était à 19, là on est à 19 plus 19, cette année on était à quoi? 19 plus 27, donc forcément le nombre de matchs de championnat baisse, ça c'est une certitude.
Maintenant, on verra comment seront faits les groupes. Alors, sachez que, je le disais, pour justifier cette idée de... Ouais, c'est pas facile à suivre, hein, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on passe à 30, on va avoir 2 conférences, hein, si on doit utiliser les termes de Rodolphe, c'est pas totalement faux, 2 zones, avec 15 équipes chacune, elles s'affrontent toutes une fois, ça fait 14 matchs, et on fait une journée où on se croise, où on va aller chercher son rival, donc River jouera Boca, Racing jouera Independiente, etc., etc. Et Banfield jouera Lanús, etc. Et donc, à l'issue de cela, on a des qualifiés pour huitième de finale, quart de finale, demi et finale, chacun sur match sec. 2 champions par an qui s'affrontent pour un trophée des champions, qui affrontent le vainqueur de la Copa Argentina et le vainqueur de la table annuelle pour tout cela. 2 relégations si on y reste. Donc voilà, c'est absolument magnifique. Ça ressemble à rien, mais sachez que pour justifier l'idée de passer à 30, nos chers génies de l'AFA ont donc, je le disais tout à l'heure, donné plusieurs arguments. Alors je ne vais pas tous vous les donner, je vais vous en donner quelques-uns parce qu'ils sont amusants. Il y en a un qui consiste à nous expliquer, et je vous jure qu'ils y croient quand il dit ça, hein, ils vous regarderont droit dans les yeux pour vous le dire, que en fait l'Argentine exporte énormément de jeunes joueurs, hein, vraiment de plus en plus, et donc il faut que ces jeunes joueurs puissent jouer au plus haut niveau le plus possible. Et donc, en passant à 30, on permet à avoir... c'est ce qu'ils disent, hein, ça permet d'avoir plus d'équipes et donc de pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer, d'avoir trouvé des places, entre guillemets, dans les équipes, un petit peu, quelle que soit l'équipe, mais donc d'accélérer un petit peu leur développement pour pouvoir encore mieux les vendre, concrètement. C'est le message caché. C'est terrible, hein, mais ils y croient. Alors qu'importe, hein, si le fait de jouer à 30, il ne parle pas de compétitivité, on s'en fout, hein, mais bon, bref. On voit aussi que derrière tout cela, il y a un petit élément qui est assez intéressant, parce que je le disais, cette année, ils ont fait, jusqu'ici, ils faisaient une formule coupe, une formule championnat plus long. Ils savaient pas trop dans quel ordre les mettre, c'est-à-dire qu'il y a eu des années où c'était d'abord le championnat long et le deuxième semestre, la formule courte. Là, ils ont opté pour 2 formules courtes. Ça a un effet. Un effet, c'est que pour te qualifier pour les playoffs, tu vas avoir que 14 matchs et pas 27 pour aller te classer le plus haut possible. Ce qui veut dire que les équipes qui vont jouer les campagnes continentales, la Libertadores ou la Sudamericana, elles vont pas pouvoir prendre trop de risques de faire tourner. Donc c'est aussi peut-être un moyen de leur mettre un petit peu la pression là-dessus. Voilà. Bon, c'est ce qu'ils pensent. Je pense que ça tournera quand même beaucoup. Donc, mine de rien, petit chiffre pour vous présenter cela. Je vais en profiter pour vous mettre un petit graphe sur les descentes depuis 2014 et sur les formules de championnat, parce que vous voyez que depuis 10 ans, on a eu un championnat à 20 en 2014. On était à 30 en 2015 et 2016, héritage Grondona. On est repassé après avec l'idée ensuite de rediminuer. Et on devait en perdre 2 par an. Donc on en était à 28 en 2017, 26 en 2020, en 2018, 24 en 2020 parce qu'il y a eu Covid. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit non, mais on va tout geler, c'est Covid, c'est compliqué. Et vous voyez qu'on est en train de remonter progressivement. On était 28 cette année, il était censé avoir 2 descentes, il n'y en a plus, on sera 30 l'année prochaine. Voilà. Juste pour vous dire que 30 équipes en première division, la deuxième division argentine, avec 2 zones également, contient 38 équipes. Eh bien, c'est exactement ça, Rodolphe, je vais y arriver dans un instant. Ça fait donc 68 clubs professionnels dans les 2 premières divisions argentines. Cherchez un pays au monde où vous aurez l'équivalent, je pense que vous ne trouverez pas. On a donc 68 équipes professionnelles dans les 2 premières divisions du pays. Je vous laisse imaginer le niveau de certains matchs. Beaucoup de matchs, ça va permettre aux équipes de faire jouer les jeunes et reposer les cadres. Oui et non, parce qu'une formule sur tournoi court, tu vas pas pouvoir t'amuser à perdre trop de points comme ça. Alors, ça pose aussi... cette politique-là, et Rodolphe le dit dans le chat, elle a aussi 2 objectifs. Le premier, le principal, dirons-nous, c'est de diluer. C'est de diluer les voix des grands. C'est une politique qu'utilisait beaucoup Julio Grondona, qui est le modèle de Chiqui Tapia. Plus il y a d'équipes professionnelles, plus il y a de voix pour voter. Plus il y a d'équipes dans les premières divisions, plus il y a de voix, et plus les voix des gros se diluent. Et donc, l'objectif, c'est donc de renforcer sa place. C'est-à-dire que quand tu fais des cadeaux aux petits, ils te le rendent par des voix. L'autre décision qui a été prise lors de ce congrès, c'est que Chiqui Tapia a été réélu jusqu'en 2026. Alors, Chiqui Tapia, sur la photo, il est au centre derrière la chaise. Voilà, c'est lui qui a le pouce levé. Voilà, sur la photo, Rodolphe.
Mais il y aura une photo de Chiquitapia dans le dossier parce qu'on va reparler. Il y a eu d'autres choses qui ont été faites pendant cette assemblée générale. Et donc voilà, il y a quand même une procédure judiciaire qui est en cours et je vais en parler dans un instant. Mais voilà, l'idée c'est quand même de rester en place. Il a été réélu jusqu'en 2028, donc il est encore là pour au moins 4 ans. Bah voilà, tout va bien. Il est là, il me semble, depuis 2017, Chiqui Tapia. Donc ça commence à faire beaucoup. Il est fier de son idée de génie. Bah, en même temps, son idée de génie fonctionne puisqu'il est systématiquement réélu. Donc voilà. Ils n'ont pas encore donné la date de reprise. Ils ont aussi dit, par exemple, que le fait de prévenir plus tôt et sur l'organisation plus précoce, entre guillemets, ça permettait de pouvoir se projeter, de savoir, bon, on verra, on en reparlera. Je vais juste conclure avec une phrase absolument magnifique de nos chères têtes pensantes, parce que c'est peut-être l'une de mes phrases préférées. Euh, ils ont déclaré, la Ligue argentine doit être à l'avant-garde des compétitions mondiales en termes de consommation, d'attractivité, d'intérêt. Elle doit être l'exemple. Voilà, je vous laisse méditer sur la Ligue argentine, qui peut être un exemple à suivre, équipe à 30. Chercher les premières divisions de partout dans le monde. Personne n'est à 30, à part la MLS, mais sur ces franchises. Donc voilà, ça me rappelle quelqu'un. Ah, attention au nom que tu vas mettre. Attention au nom que tu vas mettre, Red. Mais voilà. Donc voilà pour rigoler un petit peu. On rigole, mais c'est quand même terrible parce que beaucoup, hein, et notamment les gros, passent leur temps à expliquer à quel point cette dilution et cette augmentation constante du nombre d'équipes nuit à la compétitivité de l'Argentine. Bah voilà, la compétitivité. Ils considèrent qu'ils sont compétitifs. Ils considèrent que ces formules-là sont compétitives, que c'est ce que les gens veulent. Alors sachez, petite parenthèse. Par rapport aux droits télé, il se murmure que tous les matchs ne seront pas diffusés sur les canaux. Il se murmure qu'ils ont un projet pour que certains matchs de chaque journée, je crois qu'on parle de 12 matchs diffusés sur les réseaux de télé habituels, et il parle donc de quelques matchs qui pourraient passer sur des plateformes. Alors, ils n'ont pas défini ce qu'ils appelaient plateforme de streaming. Est-ce qu'ils vont passer des matchs sur des plateformes comme Twitch ou créer une plateforme eux-mêmes? On n'en sait rien. Ils ont dit que c'était aussi les attentes de certains spectateurs. Mais effectivement, comme tu le dis, Rodolphe, le producto s'annonce absolument extraordinaire. Et on continue systématiquement d'être dans le déni. Et quand même, c'est assez terrible. Sur YouTube, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça veut dire YouTube. Je ne sais pas si ça veut dire Twitch. Je ne sais pas si ça veut dire on va créer notre propre plateforme. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils n'ont rien précisé. Mais effectivement, ça... Voilà, on verra. Après, quand Boca n'est pas capable de gagner contre Riestra, non. Mais oui, mais justement, à l'international, le championnat reste invendable parce que, eh ben, on va pas se mentir, mais Independiente Rivadavia contre Riestra, bah ça se vend pas. Et en plus, il faut voir sur quoi joue Riestra, par exemple. Bref, voilà pour le dossier. On va en rester là, justement, sur ce dossier, sur... deux news très très lourdes et une un petit peu plus légère, un petit peu plus drôle, même si vous voyez, c'est drôle, mais c'est quand même un petit peu désolant tout ça. Du coup, cette année, Barracas ne descend pas. Non, mais Barracas n'était pas véritablement menacé. Ils sont pas bien là dans la Copa de la Liga, mais je crois qu'au Promedio, ils sont bien. Donc, et à la table annuelle, ils sont pas en danger non plus. Donc franchement, pour le coup, j'y ai pensé, hein, mais je crois qu'ils sont pas en danger. Ils seront peut-être plus en danger l'année prochaine si la suite du tournoi se passe pas bien. Mais je crois qu'ils sont assez tranquilles parce que de mémoire, ils ont fait une bonne Copa de la Liga Barracas. Donc sur la table annuelle, ils sont pas mal et au Promedio, ça va aussi. Je pense que franchement, pour le coup, ils n'étaient pas menacés Barracas. Mais bon, bref. Voilà pour le dossier. Non, voilà pour les news, les amis. On va donc, on va rester en Argentine, tout simplement, puisque on va aborder le dossier et on va encore parler de destruction du football argentin. On va parler de ces fameuses SAD, les sociétés anonymes sportives, qui menacent d'arriver au pays. Et on va donc replanter un petit peu le décor sur ce dossier pour parler de la menace. C'est plus qu'une menace même, l'arrivée des potentiels SAD au pays, même si vous allez le voir, il y en a déjà. On l'a déjà précisé dans certains lives, mais là, on va prendre le temps, on va se poser un petit peu, on va bien parler de tout cela, de ce qui se trame aussi, puisque, vous le savez sans doute ou pas,
Mais c'est l'un des grands chantiers de l'homme qui est à gauche. Avec les deux génies du nouvel ordre mondial. J'ai choisi cette photo parce que je la trouve absolument magnifique. Franchement, je pense que tout le football moderne peut être résumé sur cette photo. Bref, Javier Milei, le président de la nation argentine. On va revenir un petit peu sur cette histoire parce que le dossier du jour qu'on débute véritablement mi-août. On le sait, hein, le président Milei que vous voyez sur cette image. Kylian Sakura qui me dit salut, j'arrive sur Infantino, au secours. Je suis désolé, j'ai pas prévenu, hein. C'est vrai que j'ai pas prévenu, j'ai pas mis le petit logo interdit au moins de 18. J'ai pas fait ouais, j'aurais dû prévenir. C'est vrai que ça peut faire bizarre. Bref, t'inquiète pas, il va pas rester. Je vais le laisser un petit peu quand même parce qu'il m'amuse. Cette photo m'amuse beaucoup. Bref, Javier Milei est le grand défenseur des SAD. Et en août dernier, il a promulgué un décret. Je vous montre le décret, mais vous allez rien pouvoir lire. Et de toute façon, c'est pas le plus important. Un décret qui vise à permettre justement leur arrivée dans le football local. Et il donne aux instances, ça c'était pas mi-août, c'était en décembre dernier. Il donne aux instances 1 an. À toutes les fédérations sportives, parce qu'on va parler de football, mais ça peut concerner toutes les associations, enfin toutes les fédérations, ça concerne toutes les fédérations sportives. Il leur donne 1 an aux fédérations pour modifier leur statut et afin de faire en sorte que les SAD puissent arriver. Alors, avant de continuer, que sont les SAD parce que je vais beaucoup utiliser cet acronyme. Je le disais tout à l'heure, c'est un acronyme pour Sociedad Anónimas Deportivas, donc des sociétés anonymes sportives, concrètement des entreprises privées qui peuvent être gérées par des capitaux étrangers, par des propriétaires étrangers. En gros, c'est un club de foot tel que nous le connaissons nous en France par exemple, ou qu'on en connaît beaucoup en Europe concrètement, c'est-à-dire que votre club peut appartenir à n'importe qui concrètement parce que c'est une entreprise privée. Donc ça, c'est l'idée qui est cachée derrière ça. Et donc, il a donné, à partir de ce décret, il a donné 1 an aux différentes fédérations sportives. Je vous préviens, je remets Infantino. Il a donné 1 an aux différentes associations pour mettre en place cela. 1 an, ce décret date du 20 décembre 2023. Donc voilà. On va revenir sur l'importance des SAD dans un instant parce que vous allez voir que ça a d'autres conséquences en Argentine. Donc les fédérations ont 1 an et depuis Javier Milei passe son temps à mettre une pression monumentale contre une fédération parce que pour le coup, non pas que le foot, Rodolphe, toutes les fédés sportives sont concernées, mais on sait que ça s'adresse essentiellement au football. Il met une énorme, parce que surtout que Milei, lui, met une énorme pression sur la fédération argentine parce que pour le coup, aussi nombreux soit-il, la fédération argentine est vent debout contre les SAD, à quelques exceptions, je vais vous les donner dans un instant. Et par exemple, au début du mois, au début de ce mois d'octobre, il y a eu un juge qui a été saisi par la fédération qui a confirmé justement la suspension de ces lois et de ces décrets. Le ministère de la Justice et le procureur du Trésor argentin ont fait appel. La décision va passer devant une chambre fédérale. Vous voyez, on est donc sur un véritable bras de fer juridique qui est mis en place. Et il y a donc cette pression-là, une pression juridique. Et il y a une autre pression qui est plus violente, et vous allez voir, elle est d'abord, je vais presque dire, en mode harcèlement. À chaque fois que les Brésiliens passent des tours de qualification, vous voyez ce message de Javier Milei qui s'en prend directement à Chiqui Tapia, qu'il appelle Al Cheque Tapia, où il explique que justement, le football brésilien se prépare à gagner sa 6e Copa Libertadores consécutive. Le football argentin, lui, est en totale décadence, dit-il. Ça va plus loin puisque dès le mois de décembre, au moment de la promulgation de ce décret, Patricia Bullrich, qui est ministre de l'Intérieur, avait déclaré qu'elle était triste que les SAD ne puissent pas être encore en place en Argentine. Et tranquillement, à la télé, avait dit que parce que Chelsea voulait racheter 6 clubs. Bon, et elle rajoutait, malheureusement, ils ne veulent pas d'Independiente. Bref.
Plus important, plus intéressant, parce que c'est des déclarations, en février dernier, je vous montre ce tweet d'une députée Juliana Santillan, qui est députée de la Libertad Avanza, qui est aux côtés du secrétaire au sport, Daniel Scioli, et qui est à côté d'émissaire d'une entreprise qui s'appelle 777 Partners. Ça va vous parler. Vous noterez la pertinence de ce choix vu ce qu'il advient de 777 Partners. On va en reparler dans un instant. Et dans ce tweet, elle parle du premier groupe étant intéressé pour investir dans les SAD. Et donc, il y a tout ce discours, cette bataille idéologique qui consiste à dire, et Milei le dit, et vous l'avez vu tout à l'heure dans son post après les matchs de Libertadores, je vous le remets, mais cette idéologie qui consiste à dire que soit l'Argentine accepte d'entrer dans la modernité, concrètement, et d'ouvrir au SAD, soit elle est morte et on sera vaincu à jamais par les Brésiliens. Voilà, c'est l'idée. Il la répète en boucle. Et il va même des fois sur des tweets absolument fous. Il y a un tweet en juillet dernier, j'ai pas mis la copie malheureusement, dans lequel il explique qu'il ne comprend pas pourquoi les clubs argentins refusent le statut de SAD alors que leurs meilleurs joueurs sont vendus à des SAD. Et effectivement, pour le coup, c'est vrai. Et donc, il rappelle donc tout le temps le bienfait de tout cela. Alors, je le disais, nos chers amis de l'AFA, pour le coup, ils sont quasiment vent debout contre cette idée d'ouvrir au SAD. Je parlais de l'Assemblée générale qui a eu lieu tout à l'heure. Sur les votants, 44, lors de la dernière Assemblée, 44 des 46 votants ont véritablement affirmé leur intention de ne pas laisser la moindre place au SAD. Il y a donc 2 exceptions. Et les 2 exceptions, je vais quand même vous les donner, avant de vous parler d'autres types de pressions qui sont en cours. Il y a 2 exceptions. Ces exceptions, ce sont Estudiantes et ce sont Talleres, ou Tacheres si vous voulez le prononcer, à l'Argentine. Alors la première exception, c'est Estudiantes. Pourquoi ? Parce que l'on a appris il y a quelque temps que notre cher Juan Sebastián Verón était en discussion avec Foster Gillett. Ça doit vous parler, Foster Gillett, quand même un petit peu, puisque c'est à lui que Jean-Michel Aulas voulait vendre l'Olympique Lyonnais avant que Textor n'arrive. C'était lui qui était à Liverpool et qui a failli couler le club. Estudiantes serait en discussion avec lui pour justement qu'il soit leur investisseur dès qu'ils ouvrent en SAD à partir de 2025. Vous voyez pourquoi donc Estudiantes essaye de jouer tout seul dans son coin. Donc voilà, Foster Gillett, c'était l'homme qui a failli racheter l'Olympique Lyonnais, qui a eu Liverpool jusqu'en 2017, je crois, par là, et voilà. Concrètement, t'as probablement rien raté. Voilà. Et le deuxième club, c'est donc Tacheres. Tacheres, pourquoi ? Parce que Tacheres est une SAD qui n'en dit pas le nom. Et d'ailleurs, elle le fait plus que non pas. Elle n'en dit pas le nom, quoique, parce que son président, j'ai mangé son prénom, je crois que c'est Jorge Fassi. Fassi, en tout cas, lui a clairement déclaré que Talleres était dirigé comme une société anonyme. Tacheres appartient au Grupo Pachuca, qui est un groupe mexicain. Et vous allez me dire, mais attendez. Tu passes ton temps à me dire que les SAD c'est interdit, que c'est pas possible, et pourtant il y en a déjà. En fait, c'est parce qu'il y a un petit espace dans le règlement, parce que effectivement, tu n'as pas le droit d'avoir des investisseurs, d'être propriété. Le club n'a pas le droit d'être la propriété d'un investisseur étranger ou d'être géré par des étrangers, mais il peut y avoir une sorte de gestion clandestine avec des hommes d'affaires qui vont fournir des entraîneurs, des joueurs, et là, vous voyez vers qui je me tourne, vers Defensa y Justicia, qui est propriété d'un agent, Christian Bragarnik, ou alors, vous pouvez, via des entreprises qui vont qui vont donner de l'argent, généralement en échange de publicité, selon des contrats quand même souvent très obscurs, mais qui servent aussi, en gros, à investir. Et là, il y a un club que vous ne connaissez peut-être pas ou à qui vous ne pensez peut-être pas, mais on en a parlé tout à l'heure, c'est le Deportivo Riestra qui appartient à Victor Stinfale. Et Victor Stinfale est propriétaire d'une boisson énergisante, l'équivalent en gros, c'est le Red Bull argentin. Et donc, il dirige son club, c'est une SAD qui n'en dit pas le nom. River avec la Banco qui appartient à Brito, ouais, c'est pas tout à fait pareil. Mais là, pour le coup, voilà. Donc, vous avez des SAD qui... Parce que River, il y a quand même encore les assemblées de sociaux, il y a quand même les élections de président. C'est pas le cas dans ces clubs-là. Et donc, vous avez donc ces SAD qui existent déjà.
Et vous commencez déjà à noter, juste quand même, hein, noter un petit peu que l'on parle de Defensa y Justicia, que l'on parle de Tacheres ou que l'on parle de Riestra, cherchez les grands succès. Bon, vous allez me dire, Riestra est en première division. Mais bon, ça va me permettre quand même de rebondir sur des arguments de Milley. Mais avant cela, je veux parler de pressions qui sont exercées par Milley. Il y a cette pression juridique avec toutes les procédures. Je parlais de l'Assemblée tout à l'heure, ce fameux Fassi, ce fameux Fassi hein, qui est proche de Milley. Hein, j'ai encore une belle photo. Encore une très très belle photo hein, à vous mettre sous la dent, a saisi les tribunaux pour contester l'élection de Chiquitapia au motif que, et c'est pas complètement faux, au motif qu'elle a été décisée sur le tard et au final il n'y avait qu'une seule liste pour laquelle voter. Donc c'était un peu des élections, vous voyez ce que je veux dire, la notion de démocratie. Voilà, bon. Mais c'est l'Argentine. Mais bref, donc il a saisi la justice. Donc il y a toujours cette pression judiciaire, il y a l'appel du ministère et tout et tout. Il y a la pression idéologique qui est exercée sur les réseaux sociaux, sur les médias, partout où ils peuvent passer. Démocratie à la russe, ouais, c'est ça. Exactement. Et vous avez aussi une pression fiscale, parce que le gouvernement de Milei a décidé au début du mois, tout simplement de supprimer tous les avantages fiscaux dont bénéficiaient les clubs argentins. En gros, concrètement, l'idée, elle est simple. On étouffe les clubs économiquement pour qu'ils n'aient pas d'autre choix que de basculer dans les SAD. Donc ça attaque dans tous les sens. Je ne sais pas si c'est histoire de se venger, c'est histoire d'accélérer le processus et qu'il n'ait plus le choix, en fait, concrètement. Dans cette histoire, c'est véritablement histoire qu'il n'ait plus le choix. Et donc, voilà, il y a cette guerre, c'est une véritable guerre, et je vais essayer de vous montrer, de vous expliquer pourquoi cette guerre est importante. Il est important que les Argentins et que les clubs argentins parviennent à y résister, parviennent un petit peu à empêcher tout cela. Ils n'ont plus le choix quasiment. Ça devient de plus en plus compliqué pour bon nombre de clubs. Mais pour l'instant, ça résiste. Je le disais, dernière assemblée, 44 sur 46 ont voté pour. Alors, parmi les arguments de Milei et sa bande, ils nous disent, voilà, les SAD, ça existe en Europe, effectivement, c'est des SAD, hein, chez nous, c'est que des sociétés sportives, etc., etc. Et il se dit, pourquoi ne pas le faire en Argentine Pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas? Ça marche en Europe, pourquoi ça marcherait pas en Amérique du Sud? Alors, j'ai envie de lui répondre, l'Argentine, l'Amérique du Sud, c'est différent, mais une fois que je dis ça, je dis rien. Alors, on va commencer par regarder les pays où il y a des SAD. Et là, on va tourner nos regards forcément vers l'un des pays où ça se développe le plus en ce moment, ce sont les Brésiliens. Alors les SAD brésiliennes, vous voyez, sont un autre nom, hein, ce sont des SAF, des SAF, Sociedad Anónima do Futebol. Elles ont été ouvertes, autorisées à arriver au pays en 2021. C'est très récent, hein, les SAD. Donc 2021. Gardez bien ce chiffre, cette date en tête. À une époque où le Brésil régnait déjà hein, sur la Libertadores, sur la Sudamericana. Voilà, je rappelle que Flamengo décroche la Libertadores en 2019, que Palmeiras la gagne en 2020 en finale face à Santos et la rejoue en 2021. Donc vous voyez, on est déjà sur une domination brésilienne sur le continent. Donc on peut déjà commencer à se dire que c'est pas parce qu'ils sont passés avec le statut de SAF, que les Brésiliens sont devenus puissants. Depuis, et en gros, aujourd'hui, il y a 11 clubs qui sont des SAF au Brésil, Division 1 et Division 2 confondus. Cuiabá, Botafogo de Sao Paulo, Coritiba, Bahia, América et Atlético Mineiro, Vasco, Cruzeiro, Novo Horizontino et Fortaleza. Et forcément, bien sûr, le Botafogo de John Textor. Je le mets en photo. J'ai décidé de vous faire une galerie de portraits de personnages attachants. Hein, vous l'avez deviné si vous avez les images. Bref, parmi ces 11 clubs, il y en a 3 qui appartiennent à des groupes étrangers. Bahia, Vasco et Botafogo. On va revenir sur Vasco dans un instant. Bahia appartient au Citigroup, Botafogo à Eagle avec John Textor. Certains qui sont déjà avec des statuts de SAF n'ont pas trouvé d'investisseurs. Donc ils sont encore sur un espèce d'entre-deux. C'est l'América, Mineiro, Novo Horizontino et Fortaleza. Et on en a deux autres qui fonctionnent plus comme des clubs entreprises. Je ne vais pas essayer de vous faire trop la distinction parce qu'on va se compliquer et j'ai pas envie que ça soit trop compliqué. Cuiabá et Botafogo, Sao Paulo. Et il y en a un qui... D'ailleurs, Fortaleza est plus sur un modèle à l'allemande, c'est-à-dire avec le 50+1 en gardant la puissance pour l'association. Une très très belle galerie de photos, je suis complètement d'accord, Rodolphe. Bref, dans la liste des clubs que je vous ai donnés, aucun
n'a gagné la Libertadores ou la Sudamericana. Ça peut arriver cette année, puisqu'on a une finale potentielle entre Botafogo et l'Atlético Mineiro. Donc, il a un monde dans lequel ça va enfin arriver. Et là, on peut imaginer tout de suite le tweet de Javier Milei. Je vous laisse imaginer ce qu'il va tweeter à ce moment-là. Donc, juste une précision, Palmeiras et Flamengo ne sont pas des SAF, très clairement, ne sont pas l'équivalent des SAD. Et pour aller même plus loin, Flamengo, il y a quelque temps, a voté, a mis en place une modification de ses statuts qui va rendre la transformation en SAF encore plus compliquée. Ce qui peut vous dire à quel point Flamengo a vraiment envie de basculer dans ce monde-là où, on va le dire autrement, on a vraiment besoin, comme dirait notre cher Javier Milei. Et surtout, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que bon nombre d'entre elles, concrètement, ne fonctionnent pas. Alors, on va faire la bise, on va le remettre, parce que j'aime bien cette galerie de portraits. On va faire la bise au Botafogo de John Textor. Alors, oui, ils sont aux portes de la finale de Libertadores. Oui, ils sont toujours leaders du championnat du Brésil à l'heure actuelle. Mais en 2023, ils ont perdu plus de 20 millions de dollars américains et ils vivent à crédit puisqu'ils ont contracté un crédit auprès de fonds de près de 68 millions d'euros. On va faire la bise également au Cruzeiro, à l'époque racheté par par Ronaldo, par R9. Ça n'a pas fonctionné du tout sur le plan sportif. Par contre, ça a très bien fonctionné pour le Phénoméno, qui l'a revendu en s'en mettant un petit peu dans la poche au passage. Ça va un peu mieux pour Cruzeiro maintenant. On va faire la bise aussi à Coritiba et on va faire aussi et surtout la bise à Vasco, propriété de ce fameux 777 Partners, qui est aujourd'hui, depuis la faillite de cette entreprise, sous contrôle d'une compagnie d'assurance qui juste cherche à vendre le club. Ça vous explique aussi pourquoi on commence à entendre qu'ils ont envie de se débarrasser de Payet, etc., etc. Il y a d'autres choses, j'en parlais dans un live l'autre soir, mais vous voyez que c'est pas aussi simple que ça. Bref, j'entre pas trop dans le détail parce que j'ai pas envie de compliquer, j'ai pas envie de faire trop de digressions qui vont faire qu'on va s'y perdre. Ce qu'il faut retenir avec tout cela, c'est que les résultats actuels du football brésilien ne sont pas liés à la présence de SAF, donc de SAD, contrairement à ce que dit Javier Milei. Et il y a un autre argument qui est souvent l'argument employé, qui est grâce à une puissance économique offerte par la présence d'un investisseur, d'un groupe fort, d'un groupe étranger qui a des moyens, ça c'est ce que te dira Milei, ça permet aussi de retenir les talents. Alors, bon, je laisse un petit blanc et je pense qu'il n'est pas nécessaire de parler de Vitor Roque, d'Hendrick, d'Estevan, etc., etc., etc. Et c'est le cas partout ailleurs. Ça, c'est le cas du Brésil. Il y a des cas aussi de l'autre côté. Il n'y a pas besoin d'aller si loin. Si les Argentins ne veulent pas aller au Brésil, ils peuvent aller juste d'un côté, de l'autre côté du Rio de la Plata, du côté du Deportivo Maldonado, qui a été racheté par des capitaux britanniques en 2009. Il est devenu la première SAD d'Uruguay. Ses succès sont nul, tout simplement. Allez, je suis méchant, ils se sont hissés une fois à un tour de Libertadores en 2022, et cette année, ils cherchent à rester pour la 5e année consécutive en première division, ce qui est un véritable exploit. 5e année depuis 2009, depuis la date de rachat. Ils ont été rachetés en D2. On va évoquer aussi l'exemple de City avec le fameux Montevideo Torque, en rappelant que Torque est aujourd'hui en 2e division et ne sert à rien. Et on va aussi faire la bise à certains Argentins, pourtant que j'aime beaucoup, j'aurais dû mettre sa photo, mais pas à côté de ces hommes-là quand même, faut pas abuser. Fernando Cavenaghi, qui avait acheté le Racing de Montevideo, le Racing uruguayen donc, je vais le citer quand il l'avait racheté. Il avait dit que l'Uruguay est un pays qui dispose d'une grande matière première, à savoir les joueurs, et il avait compris que pour notre projet, qui est la formation intégrale des joueurs et des jeunes, c'était l'endroit idéal. C'est un pays sérieux, avec une monnaie stable et de bonnes conditions de travail. Bon, c'est tellement un pays agréable, c'est tellement un pays sérieux, agréable, qu'au bout de 2 ans, un peu moins de 2 ans, il vient de revendre à un conglomérat Bayern Los Angeles FC. On en avait déjà parlé dans une précédente news, avec un bilan sportif à peu près anonyme. Le club est en première division, mais bon, ne joue rien du tout. Ça, c'est pour l'exemple uruguayen, mais il y a peut-être un exemple sur lequel on a encore plus d'éléments. C'est forcément l'exemple chilien. Alors, l'exemple chilien, il va nous mener donc... encore un acronyme, mais c'est pas trop compliqué. Il va nous amener à parler de ce qu'on appelle au Chili les SADP. Il faut juste rajouter le P pour professionnel, sinon le reste c'est la même chose que les SAD argentines. La loi qui autorise l'arrivée, je vais peut-être enlever Textor et je vais mettre autre chose. Vous voulez quoi? Vous voulez que je vous mette... je vais peut-être remettre nos amis Milei et Infantino. C'est pas mal.
Bref, les SADP, donc les SAD sauces chiliennes, sont arrivées en 2005. À partir de 2005, elles ont été autorisées avec la même promesse que celle qu'est en train de faire notre Javier Milei, des résultats sportifs et un pouvoir économique. Sinon, juste ma tête, ça va bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais tu vois, j'ai pas trop envie de me mettre en grand après ces gens-là dans cette galerie de portraits. Donc voilà, allez, je peux mettre ça comme ça. Bref, on remettra des images après. Tout ça pour dire que, et d'ailleurs, je vais remettre une image parce que les SADP sont arrivés au Chili après une période où il y a eu quand même de graves dérives financières. Je vous montre cette hutte de la Nation qui date de 2002 où Colo Colo est déclaré en faillite. Bref, on arrive, on nous dit, ouvrons aux SAD, donc ouvrons aux capitaux étrangers qui vont venir nous garantir un pouvoir économique et donc des résultats sportifs. Bref, ça peut fonctionner, oui. C'était en 2005. On connaît les résultats sportifs continentaux des clubs chiliens. On s'aperçoit surtout 19 ans plus tard que le Chili est devenu la proie d'hommes d'affaires qui sont venus spéculer dans un pays où les taxes sont moins fortes. Et là, je vous renvoie vers tout ce qui est la notion de triangulation et d'évasion fiscale. Il y a un article sur Hello, je mettrai dans la description, qui date de 2017 et qui en parlait. Quelques exemples, hein, les Rangers de Talca avec l'affaire Carlos Sanchez à Valenciennes, mais il y en a tellement d'autres que la liste est interminable. Bref, ces hommes d'affaires sont arrivés, ont pris le contrôle de certains clubs chiliens. D'ailleurs, notre cher ami Bragarni, qui détient Defensa y Justicia, à l'Unión La Calera au Chili, il a placé ses hommes. Il a aussi des hommes du côté de San Luis de Quillota. Bref, voilà, ils ont plusieurs clubs. L'argent a été détourné et surtout, la génération dorée qu'a connue le Chili n'est pas issue de l'arrivée des SAD. Bilan, en 2016, 11 ans après l'ouverture au SAD, les grands clubs du pays devaient 2 fois plus d'argent qu'à l'arrivée des SAD en 2005, étaient endettés à 2 fois plus. Salut à Renault 1811. Donc les grands clubs du pays étaient 2 fois plus endettés qu'en 2005. Plusieurs étaient au bord de la faillite. Pour vous donner un chiffre, en 2016, 32 clubs dépensaient 2,76 millions de dollars par mois, alors qu'ils ne recevaient que 2,5 millions pas de droits de droit télé. Ça vous rappelle peut-être un club. Je vais vous donner un exemple. Un club comme Cobreloa, qui a été 2 fois finaliste de la Libertadores au début des années 80. Je crois que j'avais écrit à ce sujet-là dans un Lucard, je crois pas, j'en suis sûr, dans un Hello Mag, époque justement 81, il joue contre le Flamengo de Zico. Bref, Cobreloa, à ce moment-là, dépensait 80% de ses revenus en salaire. Si vous faites quelques analogies avec certains clubs plus près de chez vous, voilà. Pour vous donner une idée, le club est descendu en D2 pour la première fois depuis 36 ans en 2014. Il vient à peine de remonter. La bise à Gérard Lopez. Bref, Colo Colo n'a jamais été en bénéfice, sauf une fois en 2008 quand ils ont vendu Mathias Fernandez justement pour avoir un bénéfice. Et le drame de cette histoire, donc les SAD étaient en place depuis 2005. Le drame de cette histoire, c'est qu'en 2019, Harold May-Nichols, l'ancien président du Chili, l'homme qui a fait président de la fédération chilienne, l'homme qui a fait venir Marcelo Bielsa à la tête de la sélection, par exemple, appelait à réformer cette loi parce que il voyait que ça ne fonctionnait pas pour les clubs, mais surtout, il commençait à voir que les clubs étaient dirigés par des capitaux étrangers. Et lui, il voyait un autre risque qui est que l'arrivée de capitaux étrangers à la tête des clubs allait finir par en faire en sorte que les capitaux étrangers dirigent de manière directe ou indirecte la fédération et la ligue professionnelle. Donc, c'était, et c'est toujours le même problème. On va rappeler quand même que depuis, les stades chiliens ne font que se vider. Pour suivre le championnat chilien, je peux vous assurer que les tribunes sont quand même très fortement dégarnies et que le pouvoir économique des clubs chiliens n'existe pas. Et puis le Chili, c'est aussi une illustration de l'autre menace qui plane sur l'Argentine à travers les SAD. Il y a cette menace économique, cette menace d'appartenance, et il y a surtout, et c'est peut-être ce qui explique pourquoi les SAD ne sont pas adaptés au modèle sud-américain et ne peuvent pas être appliqués à ces pays. C'est parce que, alors on le dit toujours, c'est un peu un lieu commun de dire le football n'est pas un simple sport là-bas, mais oui, parce que le football, dans ces pays-là, en Argentine, en Uruguay, au Chili, au Brésil, est un élément essentiel dans le maintien du lien social. Les clubs en Argentine sont des associations et ça a son importance. Elles jouent un rôle d'association de quartier.
Je vous renvoie par exemple au premier magazine de Lucarne Opposée en 2017 où j'avais interviewé Omar Da Fonseca. Omar Da Fonseca me raconte dans cette interview, me raconte, je vais changer d'image, me raconte à cette période-là que lui, dans son enfance, il passait son temps au centre de vacances, au centre aéré, entre guillemets, de Vélez. Et donc, voilà. Et le club jouait ce rôle-là. On sait que certains clubs fournissent une assistance médicale à certains sociaux, permettent d'aider à l'éducation des jeunes. Donc, il y a un véritable rôle social au sein de la communauté qui est souvent le quartier, parce que les clubs sont aussi à la base, à l'origine, des clubs de quartier. Donc, ils ont ce rôle-là. Et ce rôle est très important et a été important au Chili. On en a parlé dans un podcast en 2019. Oui, c'est important pour la vie de quartier. Et même plus que cela, ça a une fonction parfois politique. On avait fait un podcast à l'époque, en 2019, après les mouvements sociaux qu'il y avait eu au Chili. Et on avait montré à quel point certains clubs avaient joué un rôle central. Alors vous allez me dire, ouais, mais en 2019, il y a les SAD. Oui, mais au Chili, il y a la SAD qui gère le football professionnel, mais on n'a pas complètement fait sauter l'association. Au Chili, l'association s'appelle Corporación. C'est ce qu'il reste, c'est l'héritage de ce côté association de quartier. Donc chaque club a sa partie corporation qui n'a juste pas son mot à dire sur ce qui se passe à l'échelon professionnel. Mais par contre, en 2019, par exemple, la corporation, le club social du Deportivo Colo-Colo, donc l'association, avait mis en place des sortes d'assemblées participatives durant les événements sociaux de la crise de 2019 pour que les gens puissent venir débattre et émettre des doléances pour le Chili. Le but, en gros, c'était de préparer le terrain à une sorte d'assemblée constituante que les manifestants voulaient, mais que le gouvernement à l'époque faisait semblant de ne pas entendre ou ni envisager. Et donc, le club, ça reste un monde culturel, ça reste une organisation de quartier et une organisation citoyenne aussi qui organise ce type d'assemblée participative et qui organise l'éducation politique et la défense du quartier. Et donc, ça peut, les SAD, si elles venaient à se substituer aux associations, n'auraient plus ce but-là, puisqu'elles auraient un but uniquement lucratif. Une association n'est pas et très souvent à but non lucratif. C'est bizarre de dire ça à l'échelle du football, mais c'est le cas. Et donc, vous le voyez. Et il y a un autre exemple que l'on avait cité quand on avait fait un podcast sur les... je ne sais plus si c'est un podcast ou si sur un article, mais je mettrai les liens, de toute façon, je les retrouverai d'ici là. Sur les SADP au Chili, c'était un podcast, il me semble. Le Deportes Concepción, qui était devenu une SADP en 2008 et qui a, en 7 ans, a disparu totalement du paysage footballistique chilien. C'était un club historique, alors pas un grand club qui gagnait des titres ou des choses comme ça, mais c'était un club du paysage footballistique chilien. Il est passé SAD en 2008. En 2015, il disparaissait totalement du paysage. Il disparaissait du football, du football professionnel chilien. Et il a été repris en main par des sociaux qui ont fait une sorte de SADP sous actionnariat populaire, qui pourrait être une solution finalement, et qui surtout, la première chose qu'ils ont fait, ils ont renoué avec le rôle social. Ils ont organisé des trucs tout simples, des ateliers pour les enfants, des sorties pour les enfants aussi, toutes les activités de quartier, les activités que les clubs, qui sont des associations, mènent, voilà, tout simplement, mènent. Bizarrement, ils ont été repris donc par ces sociaux-là, le club est redevenu professionnel en 4 ans. Voilà. Tout ça pour dire que malheureusement pour Milei, il y a un modèle qui a l'air de plus ou moins fonctionner et mieux que l'autre. Et c'est donc tout cela aussi qui est en jeu. C'est-à-dire que bien au-delà d'entreprises qui gèrent des professionnels, bien au-delà des manœuvres obscures, des requins avides d'argent, les clubs sont avant tout, dans ces pays-là, des centres sociaux. Et c'est un élément clé, je le disais, du vivre ensemble dans ces quartiers dans lesquels ils appartiennent à travers les associations. Et donc, c'est une part de l'identité de ces clubs-là qui s'envolerait si on les ouvrait à des capitaux étrangers. Ça fait partie de beaucoup de choses. Les SAF au Brésil, il y a pas mal de sociaux et de supporters qui l'ont vu, cette menace. Et donc, c'est toute cette notion d'identité. C'est quelque chose dont on parle beaucoup, dont je parle beaucoup sur Hello, sur la notion d'identité à préserver. C'est ça aussi qui est menacé. C'est toute cette identité qui a également permis à ces nations de se construire tout au long du XXe siècle, à travers leurs clubs, à travers leurs sélections, à travers leurs quartiers, à travers leurs associations. Et c'est cela, c'est toute cette identité-là que les dirigeants de ces footballs-là sont en train d'essayer de vendre au diable. Et donc, vous voyez,
C'est très important, ce n'est pas qu'une guéguerre pour savoir qui sera le propriétaire du football dans le pays, même si ça a son importance, parce on voit les dégâts, hein, on voit les dégâts d'un Citigroup en Uruguay, on va voir les dégâts qu'ils vont mener au Brésil. On a vu certains dégâts, vraiment au Chili, les dégâts sont colossaux, hein, les clubs sont à la rue totale et ne maîtrisent plus rien sur les transferts de joueurs, les migrations de joueurs, c'est n'importe quoi. Donc c'est absolument terrible ce qui se prépare. Et voilà, c'est tout l'enjeu aussi de cette lutte. Pour l'instant, l'AFA résiste. Et pour le coup, bravo à l'AFA de résister. La seule question qui se pose, c'est jusqu'à quand? Bonsoir Astradri. Voilà, vous voyez, le dossier était lourd, entre guillemets, mais important. C'était important d'en parler, important de parler de toutes ces histoires de SAD. C'est très chaud, ça va bouger, hein, ça va bouger dans les mois qui viennent. On sait que Milei ne va pas relâcher la pression. Pour l'instant, au 44 sur 46, ils sont tranquilles du côté de la Fédé, mais ça peut aller très vite. Il suffit de quelques crises pour que ça parte en sucette. On arrive donc au bout de cette lucarne américaine du 29 octobre. Elle aurait dû être le 28, mais elle est là le 29, avec un petit peu de retard. Mais on l'a quand même. C'était important de la faire. Vous voyez, il y avait quand même quelques éléments importants et assez lourd, hein, je le reconnais cette semaine, mais il fallait en parler, on ne peut pas tout non plus cacher tout ce qui existe. Et puis voilà, d'ici là, pour Lucarne américaine, on se retrouve donc lundi prochain à 22h, vendredi midi et demi pour Dans la Lucarne. Bon match à vous tous et bonne fin de semaine sur la planète Hello. Salut!